Bonjour, le lundi 9 septembre 2013, à Hyères-les-Palmiers, dans le Var, j'étais invité à visiter Spiruline des Îles d'Or, la plus grande ferme de spiruline de France. Voici l'interview de Patrick Artufel, exploitant. Alors nous sommes le lundi 9 septembre 2013, nous sommes de retour à Hyères dans le Var, vous savez que c'est une ville qu'on affectionne particulièrement. J'ai quelqu'un à côté de moi et je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, alors je suis représentant dans l'entreprise Spiruline des Îles d'Or, Patrick Artufel et ma fille Céline, auquel s'est adjoint depuis le 1er janvier notre gendre aussi, qui travaille avec nous maintenant. À notre connaissance, on est la première ferme en spiruline en France dans laquelle 2 familles arrivent à vivre de cette activité. Ça n'a pas été simple, il a fallu quand même du temps. On est en 7e année d'activité et maintenant ça commence à prendre une bonne tournure. Alors c'est Christian que j'ai rencontré donc moi à la Nuit des Pêcheurs. On a convenu de venir vous voir. On est là aujourd'hui, on est très content puisque vous nous avez fait faire un petit circuit. Donc ça va nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes avec bien sûr des photos qui vont bien sûr illustrer tout ceci, tout ce qu'on va dire. Ça nous permet donc d'illustrer ceci. Qu'est-ce que la spiruline? Parce que c'est ça dont on va parler. La spiruline, c'est un être vivant qui fait partie des premiers êtres vivants sur Terre. C'est même, d'après la majorité des scientifiques, ça a contribué à créer notre propre atmosphère avec justement beaucoup d'oxygène dans l'air qu'on respire grâce entre autres à la famille des microalgues qui sont plutôt des cyanobactéries qui font partie donc de cette famille d'algues qui permettent de créer une formidable usine à oxygène. Ça consomme du CO2 justement à une période où c'est qu'on est très sensible au CO2. Justement, l'avantage de toutes ces microalgues, c'est que ça consomme beaucoup de CO2 pour le transformer en oxygène au cours de la photosynthèse. Il y a une plaquette que j'ai lue justement avant de faire cette interview, puisque vous le savez, on va faire cette interview et je le rappelle, le principal étant qu'une fois qu'on aura terminé l'écoute de ce sujet, qu'on ait appris quelque chose, c'est un petit peu le but de ceci. Donc effectivement, il y a donc le principe de l'algue. Comment ça se passe l'apparition de la spiruline? Je vous ai dit que c'était un des êtres les plus anciens sur Terre qui a contribué donc à fabriquer l'air qu'on respire. Depuis, nous on arrive maintenant en la cultivant en serre alors que ça existe dans l'état naturel, on arrive à reconstituer le même milieu de culture comme dans les lacs alcalins où c'est qu'elle pousse à l'état naturel, c'est-à-dire au lac Lunar en Inde, on peut en avoir au lac Tchad en Afrique, on peut en avoir dans les mêmes latitudes au Mexique, au lac Texcoco, on peut en avoir même chez nous plus près en Camargue, il y en a aussi en Algérie dans certains lacs comme ça alcalins, toujours dans les mêmes conditions d'aridité, de déshydratation des endroits qui provoquent donc une très grande concentration en sels minéraux dans le lac qui fait qu'on arrive à avoir un pH qui est largement au-dessus de 9 et en plus l'avantage c'est que ça permet d'avoir une quasi-stérilité au niveau justement de l'algue malgré des températures très élevées puisque que ça soit sous serre ou à l'état naturel on peut arriver allègrement au-dessus des 35 degrés, c'est son optimum de développement. On a visité justement donc avant cette interview l'ensemble des serres, c'est assez impressionnant d'ailleurs au niveau surface, au niveau bassin. Dans les bassins il se passe quoi exactement? Alors dans les bassins justement comme on a recréé le même milieu naturel, il se passe donc tous les jours cette formidable usine à oxygène qui fait que dès que le soleil se lève, donc l'activité photosynthétique redémarre. Donc les bassins la nuit ont perdu un peu en température, petit à petit la température remonte, donc la photosynthèse se met en route et donc dès que l'eau dépasse les 25-30 degrés, pareil la spiruline commence à se diviser, à la fois les filaments se divisent, ce qui permet de multiplier et on peut arriver certains jours à ce qu'on dépasse les 15% de multiplication, donc par rapport à n'importe quel végétal, ça a une croissance très 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 rapide qui est exponentielle. On va parler de la température qu'il fait dans les serres, c'est absolument ahurissant. Oui, la température, c'est autour de 45 degrés minimum, ça peut aller jusqu'à 50, pour que précisément dans l'eau, on puisse atteindre autour des 35 degrés. En gros, il y a une grande similitude avec le corps humain, son optimum c'est 37 degrés, mais elle n'aime pas non plus quand on arrive proche des 40 comme nous. Très bien, donc cette spiruline, comment d'abord on la récolte, si on peut employer le mot de récolte? Alors effectivement, ça c'est du domaine de la filtration, c'est quelque chose qui est très compliqué à récolter dans le sens où c'est que récupérer du solide en du liquide, c'est pas évident. Quand on récupère du solide à travers du solide, c'est un simple tamisage de pulvérulent. Si on part du gravier pour obtenir le sable, c'est assez facile, à part la poussière qui est un inconvénient. Tandis que quand on récupère du solide en du liquide, il faut employer des tamis de filtration relativement fins
rien. Nous, on a réussi à mettre au point sur un coup de chance une machine qui nous simplifie la vie. Mais c'est ce que j'ai vu. Bon, mais après, c'est quelque chose qui est de l'ordre de notre entreprise, donc on ne peut pas aller plus loin non plus dans l'explication, mais en fait, le résultat nous a bien changé la vie. Ça, j'ai bien compris. Une fois qu'on en est à ce stade, on fait quoi ensuite? Alors après, il y a une deuxième étape qui consiste donc, bien que justement donc on a récolté une partie, on a une texture qui est proche de la danette. Donc là, on est encore trop d'humidité, il va falloir la réduire. Donc là, on passe sur une table de séchage, donc qui en fait, grâce à l'aspiration par le vide, on obtient le même résultat que par le pressage. La grande différence, c'est que ça se fait de façon beaucoup plus douce. On gagne au niveau de la douceur, c'est-à-dire que la spiruline a des parois cellulaires qui sont très très fines. Le moindre choc ou la pression trop forte peut les éclater, ce qui va avoir des répercussions au séchage. On va avoir un goût plus fort. Si les cellules sont écrasées, ça va sentir fort. Donc c'est pas le but recherché. Déjà que ça a un goût d'algue, donc il faut minimiser le goût au maximum. On va gagner en rapidité parce que le pressage par le vide, c'est quelque chose qui est plus rapide que de presser pendant 20 minutes. Nous, ça va être de l'ordre de quelques minutes. Et le troisième avantage, c'est que dans la spiruline, il y a 2 pigments. En plus de la fameuse chlorophylle dont on a parlé tout à l'heure au niveau de la fabrication de l'oxygène, on a aussi la phycocyanine qui procure un des bienfaits les plus importants au niveau de la spiruline, c'est-à-dire que c'est un deuxième pigment bleu qui sert aussi de colorant naturel. Et ce pigment bleu, donc si les cellules éclatent au pressage, il va partir. Et comme il fait partie des choses les plus précieuses de la spiruline, ça serait dommage de s'en priver. Donc l'avantage de l'aspiration, c'est que comme c'est doux, on n'abîme pas, donc on ne perd pas le bleu. Notre spiruline est de cette manière plus enrichie en bleu que d'autres. D'accord, une fois qu'on est arrivé à ce stade, parce qu'il y a tout un mécanisme de stade, etc. Alors, presque au stade ultime, le dernier stade, c'est le stade de l'extrusion avec un simple poussoir à saucisse. Là, on a de la chance puisqu'on arrive à récupérer du matériel qui existe déjà, donc d'un matériel de boucherie, sauf qu'à la place donc de sortir pour faire des saucisses, on a un embout spécial qui est équipé de petits trous pour faire des spaghettis d'algues d'1,5 mm qu'on applique sur des clayettes et après le tout part dans un couloir de séchage qui utilise l'air chaud de la serre. Donc c'est pour ça que c'est une récolte qui est saisonnière, qu'on ne peut pas faire toute l'année, d'autant plus qu'il faut des jours longs puisqu'il faut qu'on sèche au moins jusqu'à 19h le soir, avec un air qui fasse au moins 35-40 degrés. Oui, c'est l'atelier de séchage où j'ai vu, où il y a tous les chariots. Donc il faut savoir se priver de récolter un jour de pluie ou des jours où la température est trop basse, et d'autant plus quand on rentre de plus en plus vers les jours courts. On produit d'un équinoxe à l'autre, de fin mars à fin septembre, avec un petit surplus du mois d'octobre, mais ça devient aléatoire. Alors après ce stade, parce que après j'ai vu qu'il y avait des différentes formes de finalité, si on peut appeler ça comme ça, puisque je vous rappelle qu'en fait j'ai rencontré Christian, donc c'était à la Nuit des Pêcheurs, donc on a vu votre stand. Je vais profiter de parler de ça parce que ça va me permettre aussi de vous faire profiter des photos que j'ai prises à cette occasion, puisque on les a pas trop montrées, donc ça me permet de les incorporer aussi dans ce reportage. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs finalités, alors c'est à vous de me les expliquer. Alors effectivement, une fois qu'on obtient le soir à 19h, le produit est normalement bien sec. À ce moment-là, donc là on a des spaghettis qui se sont brisés naturellement en plusieurs morceaux, puisqu'à l'origine ils font 1 mètre de long. C'est encore trop gros pour être consommé à ce stade-là. Donc là on les passe à nouveau, on utilise un matériel de charcuterie qui est un simple hachoir pour faire de la viande hachée. L'avantage c'est que ça tourne très doucement, donc ce hachoir est équipé d'une tête filtrante qui permet de faire des petites paillettes. Par la même occasion, donc en filtrant on obtient la poudre, et cette poudre nous sert à faire les comprimés. Donc en même temps on arrive à avoir on utilise les 3 modes de produits qui sont commercialisés justement, et par laquelle après Christian les met en vente directe. C'est ce que j'ai vu, donc on résume, on a les comprimés, les paillettes et la poudre qui est une des 3 parties, puisque c'est le passage obligé pour les faire comprimer. Ça fait partie de nos ventes les plus faibles, puisque la poudre en fait c'est vraiment utilisé pratiquement que pour le comprimer. On a quelques petits amateurs qui aiment bien en poudre, mais bon, en règle générale les paillettes, comme elles sont petites, ça se mélange très bien aussi. Alors j'imagine que si on les vend, c'est que ça sert à quelque chose ensuite. Donc la spiruline, qu'est-ce que ça fait comme effet? Pourquoi on achète et qu'est-ce que ça produit du point de vue une fois qu'on a... comment on dit d'ailleurs,
on mange, on avale, on... En fait, la spiruline, ça reste un aliment quand c'est classé en paillettes. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient, puisque un complément alimentaire, ça a le gros inconvénient justement d'avoir un étiquetage particulier qui précise dessus ne pas dépasser la dose recommandée et tenir de portée des enfants. C'est quand même malheureux d'employer des termes pareils, sachant que l'année dernière, on a offert 25 kilos de spiruline à des enfants dénutris à Madagascar. Donc conserver de portée des enfants, c'est plutôt malvenu. Ne pas dépasser la dose prescrite, c'est quelque chose aussi, comme ça reste un aliment, on n'a jamais vu personne avoir une surdose de carottes ou de tomates, sachant qu'en plus, la prise de spiruline est très large, puisqu'elle peut aller de 1 à 2 grammes pour un enfant, jusqu'à 25-30 grammes pour un végétarien. Donc la fourchette est vraiment très large. Donc en fait, c'est vraiment considéré comme un fortifiant naturel. C'est l'aliment le plus riche à la fois en protéines, en bêta-carotène et en fer. Donc déjà, rien qu'avec ça, on touche déjà un beau panel de population. Principalement, c'est qu'on a les résultats les plus vraiment universels, c'est au niveau de l'anémie en fer. Ça concerne beaucoup de monde, avec toutefois un petit bémol où c'est que justement, il arrive en contrepartie qu'il y ait quelques personnes qui soient déjà trop pourvues en fer, et c'est la seule petite restriction qui est connue à notre niveau. Donc si une personne est déjà naturellement très riche en fer, bon, il va falloir qu'elle mette un peu la pédale douce sur la consommation de spiruline. Vous avez aussi, en dehors de la vitamine C, il y a un formidable cocktail de vitamines qui va de la provitamine A, donc le bêta-carotène dont on a déjà parlé, beaucoup de spiruline de la gamme des vitamines B. Après, vous avez la vitamine E et enfin un petit peu de vitamine K, donc pour la circulation du sang. Ensuite, on aborde, comme j'ai parlé tout à l'heure, la phycocyanine, donc le fameux pigment bleu, qui est lui doublement intéressant parce qu'il sert au niveau immunitaire, donc il booste le système immunitaire. C'est une sorte de pré-EPO, donc qui oxygène aussi les globules rouges, donc ça intéresse aussi les sportifs parce que ça accroît la résistance à l'effort et à la fois la récupération. Très bien. Au niveau de la forme de consommation, c'est quelle forme qui est privilégiée alors? Justement, la forme la plus privilégiée, ça reste quand même les paillettes à 2/3 à peu près. Ensuite viennent les comprimés, c'est qu'on a une bonne clientèle de sportifs qui aiment bien les comprimés parce qu'ils trouvent que c'est plus facile à doser. Et après, donc la poudre qui vient en dernier, comme on a dit, c'est assez marginal, mais ça nous sert simplement à fabriquer les comprimés. On m'a fait faire la visite des lieux. On va rappeler la surface quand même qu'il y a ici. On a 4000 mètres de bassin qui sont sous 5000 mètres de serre. On a la possibilité, si on voulait, de doubler la surface. Après, reste à voir justement, ça c'est une politique, nous on est plutôt tourné vers la vente aux particuliers parce que l'entreprise a un passé donc horticole et maraîcher. Étant donné qu'on produisait des denrées périssables, on a toujours eu besoin de grossistes qui nous ont plutôt mené la vie dure et plutôt orienté malheureusement vers le déclin. Que ce soit l'agriculture en général, tout le monde est à peu près dans le même cas. Donc là, disons que c'est pour ça qu'on s'oriente de plus en plus vers la vente au détail. Et je crois que c'est un phénomène qui est vraiment un tournant au niveau agricultural parce que tout le monde recherche, à la fois le consommateur et l'agriculteur, recherche justement le circuit court. C'est une grande tendance lourde qui est en train de s'installer. Ce qu'on appelle les ventes de proximité. Il n'y a pas que de la spiruline, ça se fait aussi chez nos confrères les viticulteurs. Les gens ont besoin de plus en plus de visiter, de voir comme c'est produit, ça les rassure, ils aiment bien. Puis ils voient bien que c'est moins cher et tout le monde y retrouve son compte. Vous faites quand même les salons? Voilà, c'est une façon de nous faire connaître aussi. Donc on fait des salons dans toute la France. On a même eu des contacts pour en faire ailleurs. Mais bon, après, toujours pareil, il faut rester toujours dans le cœur du métier, c'est-à-dire qu'on puisse tout faire et assurer nous-mêmes que ça soit notre production. On est quand même producteur avant tout, on y tient et on vend ce qu'on produit uniquement. Les clients qui viennent ici sur le lieu de production, il y en a? Ça représente en gros, on a 3/3 dans notre revenu, on a 1/3 sur place, chose à laquelle pour nous c'était inespéré, on ne s'attendait pas à avoir un tel succès à domicile. Le site internet, c'est sûr que ça fait partie des nouveaux outils, c'est pas négligeable, ça fait aussi autour de 30%. Et les salons, donc c'est que mon gendre et ma fille ont mis cette année augmenter encore un petit peu plus. Les salons font partie aussi, le 3/3 de notre chiffre d'affaires. Ce qui permet de nous rencontrer. Exactement, ce qui a permis de faire beaucoup de rencontres et de liens avec d'autres personnes. Très bien, on est donc ici, est-ce qu'on peut appeler ça un magasin? Oui, c'est notre petite boutique. On a fait quelque chose d'assez simple, mais justement, c'est authentique et les gens s'y retrouvent. Ils aiment bien justement que ça soit la boutique du producteur, pas trop sophistiqué, voilà. Très bien, on retrouve déjà donc moi ce que j'avais vu quand j'ai rencontré Christian à la Nuit des Pêcheurs. Voilà.
voilà, c'est ça. Ça nous permet aussi, donc en dehors des 3 formes de spiruline brute, on a des produits dérivés de spiruline maintenant à partir avec du savon, du gel lavant comme un shampoing ou du gel douche. On a aussi des barres énergétiques, plutôt naturelles qu'énergétiques, parce qu'après on rentre dans des dénominations commerciales, donc il faut bien être précisé, à base de poudre d'amande, de jus d'orange et de fruits secs, auxquels on rajoute de la spiruline, ce qui permet pour ceux qui trouvent que le goût de la spiruline est particulier, malgré que notre goût de spiruline soit plus adouci, ça permet à certains justement qui trouvent que c'est inconciliable de franchir le pas et d'avoir quelque chose de plus fantaisie au niveau de la dose, qui permet d'avoir quand même la dose journalière de spiruline dans la barre naturelle. Qui est de 4 grammes, entre 40 et 45 grammes la barre naturelle, et on a 10% de spiruline dedans. Je reviens sur cette petite plaquette qu'on m'a donnée donc à la Nuit des Pêcheurs, qui a permis qu'on puisse déjà apprendre quelque chose sur le sujet, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est justement vous faites des visites ici. On organise des visites, en fait il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, il suffit de venir l'après-midi où c'est qu'on est plus disponible que le matin, puisque le matin de mars à septembre est consacré entièrement à la récolte. On a quand même des clients qui viennent, c'est plutôt des usagers qui viennent, et à ce moment-là tous les nouveaux ou les groupes, on essaye de les faire venir l'après-midi où c'est qu'on a plus de temps à leur consacrer. Et au sujet des nouveautés aussi, il y a aussi le sirop. J'allais venir parce que justement nous sommes dans la boutique et donc vous avez tenu, enfin c'est ce que Christian m'avait expliqué donc à la Nuit des Pêcheurs, il y a donc pas que vos produits. Exactement, on a aussi d'autres produits, et la rencontre avec Alain Guesne nous a permis de faire... Et donc il me dit quelque chose. Oui, bien sûr, d'élaborer un sirop à la spiruline et qui... Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Et je savais pas ça. Qui est assez surprenant en goût, parce que justement, on peut dire vraiment que c'est un bon sirop. C'est à la fois désaltérant, pas trop sucré, mais c'est un goût original, donc ça aime bien. Puis il y a une jolie couleur en plus, parce que ça tourne au bleu aussi, donc voilà, la preuve qu'il y a justement cette fameuse phycocyanine toujours dans notre spiruline. Bien, on va faire parler aussi la personne à qui je dois être là. Hein. On s'est rencontrés nous à la Nuit des Pêcheurs. J'avais promis d'être là, je suis là. Bonjour. Hein. Bonjour et bienvenue. Alors, content que je sois là? Oui, très content. Vu le travail que vous faites, oui, ça me plaît beaucoup. Très bien. Donc, vous avez vu qu'on cherche justement, et je voudrais qu'on conclue là-dessus, des sujets donc à vocation, comment dirais-je, d'une part audiovisuelle, mais aussi et surtout pédagogique, puisque le but, comme je vous l'ai dit, c'est qu'un sujet, on puisse apprendre quelque chose une fois qu'on a visionné le sujet. Vous en avez visionné justement pas mal sur la chaîne. Le résultat final déjà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'ai trouvé ça excellent. C'est pour ça que, en même temps, parlant d'Alain, c'est lui aussi, j'ai demandé un peu à savoir qui c'était. Donc, j'ai eu l'occasion, par hasard, de vous voir sur la Nuit des Pêcheurs, et c'est comme ça qu'après, j'ai voulu que vous veniez faire un petit reportage, parce que j'ai trouvé ça excellent. On est là pour, d'une part, alors je rappelle le concept, hein, on est là pour vous donner la parole. Donc, on a un outil formidable qui est d'ailleurs devant nous, hein, qui permet donc justement de faire des enregistrements de reportage, les photos qui vont dessus, et on fait donc un sujet qui a vocation donc ensuite à, j'insiste beaucoup là-dessus, à expliquer les choses. Oui, surtout que ce que nous faisons, il faut beaucoup donner d'explications, que la qualité que nous faisons au niveau de la spiruline, elle est très bonne, c'est français, c'est familial. Il faut beaucoup donner d'explications, voilà, pour qu'ils puissent comprendre ce que la spiruline peut apporter à leur corps. Vous, ça fait longtemps que vous êtes dans le circuit? Depuis 7 ans que mes beaux-parents et ma femme travaillent à la spiruline. Moi, j'ai travaillé ailleurs. Je faisais les salons avec ma femme le week-end après mon travail. Et là, avec le beau-père et ma femme, on a pris la décision que je démissionne et que je vienne travailler à temps plein avec eux. Ah, carrément. Mais il me reste à vous remercier de m'avoir accueilli ici, de nous avoir montré un petit peu tout ce qui se passait. Merci de nous avoir reçus. Pas de quoi, on est là pour ça. Ça fait partie de notre plaisir d'accueillir les clients. Il faut savoir justement expliquer, et quand on est passionné, c'est d'autant plus facile. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. En fait, on est issu comme j'expliquais au début, d'une famille de maraîchers. On s'est reconverti dans les années 80 dans la fleur, un petit peu à contre-cœur, dans le sens où c'est que la fleur, c'est quelque chose de très joli. Mais bon, c'est quelque chose qui est éphémère et qui est voué à être jeté au bout d'une semaine. Quelque part, ma vocation de maraîcher, qui est à la base, finalement, je suis un paysan, ma vocation, c'est de nourrir les gens. Et là, grâce à la spiruline, ça m'a fait faire un super retour en arrière, et justement, en diversifiant, mais en faisant quelque chose qui se mange aussi et qui fait du bien. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise qu'en produisant des fleurs.
Retour sur une forme d'interview qu'on affectionne particulièrement, qui permet de mieux faire connaître les artisans et créateurs, bref, la création artisanale. À noter qu'après avoir vu ce sujet, on a appris quelque chose. Il est donc normal de donner la parole à une personne qui connaît encore une fois particulièrement bien son sujet. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.